Bonjour tout le monde. Donc, on enchaîne avec cette dernière session de la journée. On a parlé du traitement de la maladie thromboembolique. On attaquera maintenant la thromboprophylaxie. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir professeur Patrick Mismeti, que tout le monde connaît, professeur de pharmacologie clinique, grand spécialiste de la maladie thromboembolique et de la médecine vasculaire, qui va traiter un sujet pertinent. Donc, il va nous parler de la thromboprophylaxie médicale en 2026, state of art, entre l'héparine de bas poids moléculaire versus anticoagulants oraux. C'est vrai qu'il y a une grande bataille entre ces deux molécules qui va l'emporter. Donc, on va voir ça avec professeur Mismeti. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi pour cette invitation qui se répète année après année depuis 2014. C'est vraiment un moment très chaleureux pour nous. Merci de votre confiance. Il y a deux indications largement reconnues où les AOD ont perdu. C'est les valves mécaniques, on en a parlé ce matin, et le syndrome des antiphospholipides, on a aussi évoqué ça ce matin. Eh bien, il y a une troisième indication, les anticoagulants oraux directs ont perdu, et c'est celle-ci. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi ils ont perdu cette bataille, moins connue. La première raison, on est dans une indication qui est assez cernée, où on s'intéresse à des patients chez qui on va empêcher l'apparition d'une thrombose ou d'une embolie pulmonaire lorsqu'ils ont une affection médicale aiguë associée à une restriction de mobilité depuis plus de 3 jours. La restriction de mobilité, au début, on a entendu ça par un alitement. Or, c'est pas ça. La restriction de mobilité, c'est un patient qui est confiné dans sa chambre, qui peut aller aux toilettes, qui peut aller à la salle de bain, mais qui fera rien d'autre que ça. Ça concerne donc des patients qui sont hospitalisés, mais aussi des patients qui sont à la maison. Donc, on a un champ qui est assez bien défini. Ça a été un peu redéfini pour l'ambulatoire avec le Covid qu'on a évoqué avec David tout à l'heure. Et les pathologies aiguës dont on parle, elles vous sont définies par les 4 bullettes qui sont là-dessus. Dans ces situations-là, ce qu'on sait aujourd'hui de la littérature et des héparines, c'est quand on combine héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire, fondaparinux, c'est qu'on compare ça à un placebo ou un groupe contrôle et qu'on prescrit ces traitements hépariniques pendant 6 à 14 jours, on réduit de moitié l'incidence des phlébites embolies pulmonaires chez ces malades-là et on n'augmente pas de façon significative le risque hémorragique. D'où la recommandation extrêmement forte de faire une thromboprophylaxie pharmacologique chez ces patients-là. Et c'est votre travail de faire en sorte que vos collègues, c'est votre spécialité de diffuser cette information pour vous éviter justement à prendre en charge des embolies pulmonaires plus tard. Ce qu'on sait moins, et c'est une bataille qui est assez récurrente, parce qu'on considère que la calciparine pourrait avoir encore un peu sa place là-dessus, c'est quand on compare les héparines de bas poids moléculaire à la calciparine, contrairement aux études reçues, la calciparine fait moins bien et fait plus saigner que les héparines de bas poids moléculaire. Et aujourd'hui, notre gold standard pour faire de la thromboprophylaxie, ce sont les héparines de bas poids moléculaire. Ça marche 2 fois mieux qu'un placebo et ça ne fait pas saigner. Et vous voyez que les AOD avaient un sacré challenge à relever face à cette spécialité. Quelle posologie on utilise d'HBPM? Ça a aussi été un gros débat. On a évoqué tout à l'heure Michel Meyer-Samama, notre maître à tous. Il était l'auteur de ce papier, qui est le papier majeur dans la thromboprophylaxie en milieu médical, qui comparait le Lovenox, l'enoxaparine à faible dose prophylactique, 2000 unités par jour, l'enoxaparine à forte dose prophylactique, 4000 unités par jour, à un placebo. Et quel que soit le critère d'évaluation que vous preniez, toute thrombose veineuse profonde proximale ou les événements symptomatiques, l'enoxaparine à faible dose prophylactique ne marche pas mieux qu'un placebo. Et si vous voulez faire de la thromboprophylaxie, ce sont de fortes doses prophylactiques. On a fait par effet de classe, et quelques études aussi disponibles, une grosse étude avec la daltéparine, une assimilation, et quand vous prescrivez une héparine de bas poids moléculaire, elle doit être faite à forte dose prophylactique, quelle que soit la molécule que vous utilisez. Et si vous utilisez le fondaparinux, c'est la posologie de 2,5 mg 2 fois par jour. Je continue sur les généralités avec les héparines de bas poids moléculaire avant de partir sur le cœur du problème. Quelle est la population cible en dehors des affections médicales aiguës qu'on va traiter? Le premier facteur de risque qu'on a pu identifier et qui finalement sera au fil du temps le seul qui persiste, c'est l'âge des patients.
Et vous voyez que la survenue d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie pulmonaire au décours d'une infection médicale aiguë avec une restriction de mobilité de plus de 72 heures, je l'aurais assez répété, c'est surtout une pathologie du sujet âgé. Vous voyez que l'incidence est extrêmement importante au-delà de 80 ans. Et donc, si vous devez faire une prophylaxie, c'est encore plus chez ces patients-là, alors qu'on pourrait être réticent à cause du risque hémorragique. Certes, le risque hémorragique augmente, mais la conclusion de cette étude-là, c'était de dire que le risque thrombotique, il est 10 fois supérieur au risque hémorragique. Et même si vos patients sont âgés, il faut leur faire de la thromboprophylaxie en termes de rapport bénéfice-risque. L'autre information importante, c'est que le délai moyen de survenue, c'est 19 jours après le début de l'affection médicale aiguë. Alors, je vous ai dit qu'on traitait ces patients 6 à 14 jours. Un petit gap entre les deux. Et la question qui se posait, est-ce que ça valait le coup de prolonger la thromboprophylaxie? Étude Exclaim, toujours avec l'enoxaparine, 6 à 14 jours chez tout le monde, et au bout de 6 à 14 jours, randomisation, je prolonge 28 jours ou je m'arrête. Et on compte les coûts. Dans cette étude, on attendait 4% d'incidence des événements dans le groupe placebo, et on a eu une incidence un peu plus faible. Donc on a fait deux choses, on a augmenté le nombre de sujets et on a essayé d'inclure des patients encore plus à risque. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire de plus à risque, on prend surtout des patients de plus de 75 ans et avec des antécédents de phlébite ou un cancer. Eh bien, en faisant ça, on n'a pas réussi à augmenter l'incidence, et cette étude, elle est certes positive. L'enoxaparine, quand vous prolongez, réduit l'incidence des événements thrombotiques, mais elle double, voire elle triple le risque hémorragique. Et en termes de rapport bénéfice-risque, on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il faut faire une thromboprophylaxie prolongée. Et donc, on recommande à tout le monde thromboprophylaxie courte, 6 à 14 jours, et au-delà, probablement garder ça à des patients très particuliers, des patients avec cancer, des patients avec déjà fait une phlébite en embolie pulmonaire. Si en plus ils ont une BPC ou une insuffisance cardiaque, on ne peut pas se prendre le luxe de se reprendre un pénalty avec une embolie pulmonaire chez ces patients qui n'ont pas de réserve. Mais sortis de ces patients-là, pas de thromboprophylaxie prolongée systématique. Et donc on en est là. Il va falloir jouer avec les anticoagulants oraux directs. Première question, est-ce que pendant les 6 à 14 premiers jours, les AOD peuvent faire mieux ou au moins aussi bien que les HBPM, dans la mesure où c'était péros? Mais on attendrait qu'ils nous amènent un petit avantage clinique quand même. Comme c'est des traitements péros, c'est vrai que la thromboprophylaxie prolongée pendant 5 à 6 semaines est plus intéressante qu'avec des injections sous-cutanées quotidiennes. Surtout quand on est dans des pays avec des ambiances chaudes où la conservation des produits n'est pas forcément toujours évidente. Et puis, enfin, la question, c'est si on devait faire du prolongé, même avec des comprimés, est-ce qu'on peut faire encore mieux pour sélectionner nos patients que simplement sur l'âge à 75 ans? On commence avec la thromboprophylaxie qui a été évaluée avec 2 molécules. J'ai un timer et ça va m'embêter, je suis désolé. Est-ce qu'on peut faire de la thromboprophylaxie courte AOD versus enoxaparine? Première question, et c'est un essai de non-infériorité. Je vais chercher à faire au moins aussi bien, parce que c'était déjà génial avec les HBPM, 2 fois plus efficace, pas de risque hémorragique. Est-ce qu'en prolongeant ma thromboprophylaxie, mes AOD feraient mieux qu'un placebo, puisque l'enoxaparine n'avait pas démontré un rapport bénéfice-risque si favorable que ça? Et dans ces 2 études, ADOPT et Magellan, on va comparer enoxaparine à un AOD pendant 6 à 14 jours. On fait un échodoppler au bout de 6 à 14 jours, on compte les thromboses et on évalue si la thromboprophylaxie courte par AOD fait aussi bien que la thromboprophylaxie courte par HBPM. Et puis la deuxième partie de l'étude, où on va répéter l'échodoppler au bout des 35 jours et on va comparer la poursuite des AOD versus un placebo. Quand vous faites ce genre de manip, vous avez un gros risque, on va y revenir dans 1 minute. Première étude ADOPT, c'est l'apixaban. L'apixaban n'arrive pas à démontrer la non-infériorité par rapport aux HBPM. Échec. Regardez le risque hémorragique, c'est pas beaucoup, mais c'est 3 fois plus d'hémorragie sous l'apixaban. Donc si vous pensiez pouvoir utiliser l'apixaban pour faire de la thromboprophylaxie courte en médecine, erreur. Ça marche pas mieux, on n'a pas démontré que ça faisait aussi bien, ça fait plus saigner que l'enoxaparine. Magellan, rivaroxaban, c'est fait pareil,
2,7, 2,7, on démonte la non-infériorité, mais ça fait plus saigner. Quel intérêt? Ni rivaroxaban, ni apixaban n'ont démontré un intérêt pour la thromboprophylaxie courte avec ces deux études majeures. Et le problème, c'est que dans Magellan, on a des taux d'incidence qui ne sont pas si élevés que ça. Vous avez vu 2%, 3%. On aurait pu s'attendre à plus. Donc, on peut probablement encore faire mieux. Et puis, en méthodologie, quand vous avez des plans d'expérience comme ADOPT et Magellan, on a cherché à répondre à deux questions au cours d'une même étude. Généralement, on s'en mêle très vite les pinceaux, surtout quand la première question a un impact sur la survenue de la deuxième question, à avoir détecté les thromboses à J14 et à les avoir pris en charge, même si elles n'avaient rien demandé à personne, elles étaient asymptomatiques. On a modifié l'évolution naturelle de la maladie et on a faussé l'évaluation du J35. Donc, généralement, c'est des choses qu'on ne fait pas. Et puis, en méthodologie, on prend aussi les plans d'expérience et les plans d'analyse les plus simples. On y reviendra dans quelques temps. Comment on pourrait sélectionner une population encore plus à risque? Quand on a regardé ce qui se passait dans Magellan, et quand on a étudié les dédimères, on s'est aperçu que quand les patients arrivaient à l'hôpital et qu'ils avaient des dédimères 2 fois la limite supérieure de la normale, ils avaient un risque thrombotique beaucoup plus élevé que ceux qui avaient des dédimères qui étaient inférieurs à 2 fois la limite supérieure de la normale. Donc l'idée, un patient qui arrive avec une affection médicale aiguë et sa restriction de mobilité, je lui dose les dédimères, ils sont élevés, il est très à risque, je vais probablement lui proposer une thromboprophylaxie prolongée, il n'a pas de dédimères élevées, je ne le ferai pas. Et puis on a essayé, comme toujours, de construire des scores de risque, ce score improve, avec quelqu'un que vous avez eu ici au Maroc lors d'une de vos sessions de la SMMV, a construit ce score et à chaque fois sur la construction du score, ça marche. Quand vous additionnez les points de chacun des critères que vous avez là et que vous avez un score supérieur à 4, ça semble vous identifier une population très à risque. Donc on va se servir d'improve, on va se servir de plus de 75 ans, on va se servir de dédimères. Et vous allez voir comment mes copains l'ont fait avec leurs études. Je vais revenir à Magellan et ADOPT, les deux études que je vous ai un peu démontées avec la thromboprophylaxie courte, et on va s'intéresser cette fois-ci à la deuxième partie, au-delà des 6 à 14 jours, quand on répétait l'écho-Doppler à 14 jours. C'est des patients qui ont été inclus sur une affection médicale aiguë et au moins un facteur de risque supplémentaire, l'âge, et puis ceux que vous avez là. Mais ça reste une population à risque modéré, on l'a vu ensemble. Et puis, il y a une autre étude qui va être construite, c'est l'étude APEX, avec une molécule qui s'appelle le bétrixaban, que les Américains ont validé. Je ne sais pas si vous l'avez, nous, on ne l'a pas encore en France. Dans cette étude APEX, ils ont pris des patients de plus de 75 ans ou des patients qui avaient entre 60 et 75 ans avec des dédimères à 2 fois la normale, désolé, ou des patients qui avaient entre 40 et 60 ans avec des dédimères élevés et un antécédent de maladie veineuse thromboembolique ou un cancer. Donc des patients dits à risque. Et puis, ils ont comparé Enox 10 à 14 jours versus bétrixaban 5 à 6 semaines, en faisant pas d'écho-Doppler au milieu, une seule question. Méthodologie ultra simple. Et puis l'autre étude, c'est Mariner, avec le rivaroxaban. Le rivaroxaban a perdu pendant les 6 à 14 premiers jours. Vous vous rappelez? Ça marche pas mieux et ça fait plus saigner. Donc ils se sont dit, on va garder les HBPM pendant 6 à 14 jours, enfin pendant 6 jours, puis au bas de 6 jours, on randomise, je prends le rivaroxaban versus placebo. Pas idiot comme idée, puisqu'on est péros, et on va essayer de voir ce que ça donne. En termes de sélection des patients, puisque je ne vous ai pas dit, c'est que le Mariner, c'était des patients qui avaient un score improve très élevé ou des dédimères à plus de 2 fois la normale. Encore une fois, population dite à risque. Bon, ça va plutôt pas mal marcher parce que vous vous rappelez, ADOPT, ADOPT et Magellan, le taux d'incidence est relativement faible. APEX, plus de 75 ans et ou dédimères élevés, 7% d'incidence de thrombose. Et Mariner, je ne peux pas vous donner l'incidence des thromboses veineuses profondes proximales de l'écho-Doppler parce que le critère était que symptomatique. Mais 1,1%.
le score Improve ne marche pas. Ça ne sélectionne pas une population très à risque, puisque vous voyez que dans Apex, qui était probablement la population la plus à risque, on a une incidence quasi de 2% des événements symptomatiques, 2 fois plus que dans Mariner. Et quand vous regardez la moyenne d'âge des patients des études, Apex, 76 ans, toutes les autres études, beaucoup plus jeunes. Encore une fois, c'est les patients âgés qui nécessitent une thromboprophylaxie prolongée si on devait la faire. On avance. Apex, on a un petit problème, c'est qu'ils ont fait une méthodologie simple, je vous l'ai raconté, 10 jours d'enoxaparine versus 35 jours de bétrixaban, et on compte les coûts qu'à la fin. Ils font un calcul de nombre de sujets, et ils trouvent qu'ils ont besoin d'une population de 6800 patients pour démontrer qu'apixaban fait mieux, bétrixaban long fait mieux que enoxaparine court. Et on ne sait pas du tout pourquoi. Leur plan d'analyse statistique va être très bizarre. Au lieu de faire l'analyse principale sur les 6800 patients dont ils avaient besoin pour montrer quelque chose, ils vont faire que sur le sous-groupe des patients qui avaient des dédimères élevés. S'ils trouvaient la significativité, et vous voyez qu'il n'y a que 3800 patients dans ce cas, ils descendaient aux patients qui avaient des dimères élevés plus un âge à plus de 75 ans, 5700 patients, et enfin sur la population totale de l'étude. Si vous calculez une puissance statistique pour démontrer un effet avec 6800 patients et que vous faites l'analyse sous 3000 patients, je vous donne le résultat, ce n'est pas significatif. Merci. Ils ont sabordé cette étude, simplement en faisant un ordre d'analyse complètement bizarre. Et moyennant quoi, Apex est une étude négative. Inflation du risque alpha, vous n'êtes pas sûr que le résultat qu'on observe dans Apex soit pas un faux positif. Et donc, vous allez prendre des décisions thérapeutiques sur peut-être un résultat qui n'existe pas. Et donc, quand on fait la synthèse, apixaban, prophylaxie prolongée, ça ne marche pas, ça fait plus saigner. Rivaroxaban, prophylaxie prolongée, ça marche un peu mieux que enoxaparine court, 23% de réduction, mais 3 fois plus de risque hémorragique. Vous achetez? Moi, je ne prends pas. Surtout que je n'ai pas encore complètement validé la thromboprophylaxie prolongée. Apex, l'analyse principale est non significative. Si vous allez sur la population totale qu'aurait dû être l'analyse, on a un petit P qui est significatif, mais qu'on n'aurait jamais dû évaluer, parce que la hiérarchie n'allait pas jusqu'à là, la première analyse était négative, mais je veux bien l'acheter pour vous faire plaisir. Et Mariner, c'est échec. Mariner, de mettre du rivaroxaban après 5 jours d'héparine de bas poids moléculaire, ça ne marche pas mieux qu'un placebo. Et ça a tendance à faire plus saigner. Apixaban, ça ne marche pas. Rivaroxaban, ça ne marche pas. Bétrixaban, j'ai un doute. Ça vous explique pourquoi je vous ai raconté au départ qu'on était dans la 3e indication où les AOD avaient perdu. Et donc, pour la conclusion, on a des arguments très forts pour faire une thromboprophylaxie courte par HBPM ou fondaparinux pendant 6 à 14 jours. On a des arguments forts en défaveur des AOD pour cette thromboprophylaxie courte. On n'a pas d'argument formel pour faire une thromboprophylaxie prolongée, quelle que soit la molécule, en termes de rapport bénéfice-risque. Il faut vraiment que vous arriviez à sélectionner une population à très haut risque, plus de 75 ans, cancer, antécédent de thrombose. Les scores qu'on a évalués et dont on dispose aujourd'hui, ils ne marchent pas. Pour le moment, il n'y a que l'âge. Et les dédimères, mais je veux bien baser ma décision sur un dédimère, en pratique, c'est toujours pas passé. Et puis, en tous les cas, même si vous décidiez de faire une thromboprophylaxie prolongée, à part les HVPM, on n'a pas d'argument fort pour les AOD, voire même plutôt des arguments contre, sauf peut-être pour le bétrixaban. Voilà, c'est fini. Merci, professeur. Oui, c'est bon. Donc, je pense qu'on va regrouper les questions. On va laisser les questions après avoir passé les autres communications. Donc, je cède la parole à professeur Mohsen pour introduire la prochaine oratrice. Merci, Khadija. Donc, j'appelle Madame Mounas Zahlan, qui est professeure de médecine interne au CHU de Marrakech, qui va nous entretenir de la thromboprophylaxie et grossesse. Pour qui et pourquoi? Merci. Alors,
le bureau de la Société marocaine de maladies vasculaires et plus spécialement mes maîtres professeurs Saïdouni et professeur Tézi pour l'invitation et qui m'ont confié de vous parler de la thromboprophylaxie chez la femme enceinte. Pourquoi et pour qui? Donc là, on va faire très pratique comme en consultation et on va répondre à 3 questions. La première, pourquoi la thromboprophylaxie chez ce profil de, on va pas dire patiente, c'est des parturientes. Pour qui, quel profil de parturiente chez qui on va donner une thromboprophylaxie et surtout par quoi, par quelle molécule et pour quelle durée. Pour répondre à la première question, pourquoi la thromboprophylaxie, il faut un petit peu parler de l'hémostase lors de la grossesse. Il faut savoir que la grossesse constitue un modèle physiologique fascinant d'adaptation hémostatique, mais loin d'être neutre, elle induit un véritable état d'hypercoagulabilité, dont la finalité, c'est d'empêcher l'hémorragie lors de l'accouchement. Bon, c'est protecteur, c'est bien, mais en parallèle, il y a un risque thromboembolique veineux qui s'installe. Sur le plan physiologique, il y a plusieurs mécanismes qui convergent. Là, on va passer rapidement, on va pas trop s'attarder. On va voir 2 parties. La première, c'est l'augmentation de l'effet procoagulant. Donc, par rapport à l'augmentation de l'effet procoagulant, il y a d'abord le fibrinogène. Le fibrinogène augmente de façon physiologique tout au long de la grossesse pour atteindre parfois des dosages très importants jusqu'à 6 grammes lors du 3e trimestre. Deuxième mécanisme procoagulant, ce sont justement les facteurs de coagulation qui augmentent et essentiellement les facteurs 20 vibrantes et le facteur 8, le facteur 7 aussi. Donc d'abord il y a l'effet procoagulant, ensuite il y a l'inhibition naturelle de la coagulation qui va diminuer. Donc comment? Il y aura une diminution physiologique de la protéine S qui va atteindre jusqu'à les 20% en fin de grossesse. Donc, cette diminution de la protéine S est associée aussi à une activation de la coagulation. Les dédimères augmentent progressivement tout au long de la grossesse. Ils n'ont aucune valeur diagnostique d'ailleurs pendant la grossesse parce que leur taux augmente de façon physiologique. Tout ceci, c'est pour protéger la femme contre l'hémorragie de la délivrance. Dernière chose qui se passe lors de la grossesse, c'est la fibrinolyse. Il y a une diminution, une inhibition de la fibrinolyse par sécrétion du placenta, des PI1 et 2. Donc, tout ceci, il amène à quoi? Il amène à des risques de maladie thromboembolique, d'accord? Mais je veux surtout que vous regardiez un petit peu la durée. Les facteurs persistent au-delà. Donc, quand on parle de thromboprophylaxie, la grossesse, on ne parle pas de la grossesse seulement, c'est aussi le postpartum et vous allez voir, peut-être particulièrement, c'est le plus important. Pourquoi il est intéressant de prescrire une thromboprophylaxie, de connaître les profils chez qui il faut faire des thromboprophylaxies? Parce que sur le plan épidémiologique, quand on compare des femmes en âge de procréer enceintes à celles qui ne le sont pas, la grossesse, elle augmente le risque thrombogène jusqu'à 7 à 10 fois. Et en postpartum, ça peut aller jusqu'à 15 à 35 fois par rapport à une jeune dame en âge de procréer. Donc, c'est vraiment trop risqué de ne pas prescrire une thromboprophylaxie quand l'indication est là. Qu'en est-il au Maroc? Il y a quelques publications, en fait, des résumés qui ont été publiés plus par les internistes. Donc, je pense qu'on a encore du travail par rapport aux gynécologues. Là, c'est une étude très importante qui a été faite. C'est une cohorte, d'ailleurs. Vous allez voir tout au long de ma présentation, je ne peux pas vous donner des chiffres, des études randomisées. Malheureusement, ça n'existe pas pour une femme enceinte par souci d'éthique, comme vous le savez bien. Mais là, c'est une cohorte française qui a été faite. Elle a colligé plus de 20 000 parturientes. Et voici les résultats. Le premier site de thrombose, c'est les embolies pulmonaires, mais regardez, 60% des thromboses, c'est en postpartum. Et encore plus intéressant sur cette slide, c'est les patientes normalement qui sont éligibles à une thromboprophylaxie. Regardez que dans les 7532, il y a plus de 50% de ces patientes qui n'ont pas bénéficié de thromboprophylaxie.
Donc, il y a une éducation à faire. Pour cela, il faut connaître le profil. Pour qui cette thromboprophylaxie? Il y a 3 questions qu'il faut se poser à chaque consultation devant une femme enceinte dans un contexte particulier et pour dire est-ce qu'elle nécessite ou pas une thromboprophylaxie. On évalue les caractéristiques de la mère, on évalue la grossesse et enfin, on va bien sûr voir les caractéristiques de l'accouchement si on prévoit un accouchement par voie basse, césarienne ou autre. Dans la littérature, là encore, j'ai pas trouvé grand-chose à vous montrer, donc j'ai fait 3 petites slides récapitulatives des autres ratios. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais intéressant. Pourquoi? Parce qu'il classifie les risques. Premier facteur de risque clinique, dans la littérature, regardez ce qui sort. Par rapport à l'antécédent chez la patiente de maladie veineuse thromboembolique, l'autre ratio, il est très important, alors que dans la famille, il est seulement de 7,6. Le lupus, c'est aussi à une grande fréquence, mais par rapport aux autres, regardez par exemple pour les procréations médicales, pour les grossesses multiples et tout le reste. On va voir tout ceci en détail. Deuxième facteur de risque, c'est les risques biologiques. Quels sont les éléments biologiques qui exposent les patientes à thromboser? D'abord, c'est les polymorphismes, mais là, regardez, c'est les atteintes homozygotes. Et aussi, par rapport, les protéines et tout le reste, c'est pas très fréquent, mais les atteintes homozygotes, que ce soit du facteur 5 ou facteur 2, et quand les déficits aussi sont combinés. Toujours dans la littérature. Oui, dernière chose, s'il vous plaît, vous allez trouver dans les écrits et les publications par rapport au MTHFR comme mutation et fait plus partie du bilan de l'hémostase, c'est-à-dire de thrombophilie, je veux dire, chez la femme enceinte. Donc, ça ne sert à rien d'aller la chercher pour une thromboprophylaxie. Par rapport aux facteurs qui sont liés à l'accouchement, donc, qu'est-ce qui fait thromboser? C'est l'accouchement par voie basse quand il y a une surinfection, quand la césarienne n'est pas programmée via l'improviste, et aussi quand on néglige le postpartum, dans le postpartum, donc surtout quand il y a une chirurgie. Petit point sur l'allaitement maternel, donc le fait d'empêcher l'allaitement, c'est un facteur aussi qui peut être comme facteur exposant la patiente à une thrombose. Donc là, un petit résumé des différentes situations ou bien des facteurs de risque qui sont identifiés, qui sont connus et qui exposent une parturiente à thromboser. On commence par les caractéristiques maternelles. Donc, quand on est devant que ce soit patiente ou pas, c'est-à-dire une dame enceinte chez qui on pense prescrire une thromboprophylaxie, on commence par voir l'âge de la patiente. Une patiente qui dépasse les 35 ans, l'obésité, donc c'est important de faire les calculs de l'IMC. En consultation, on pose des questions, donc l'interrogatoire doit être très minutieux, que ce soit chez la famille ou l'entourage. Est-ce qu'il y a déjà un antécédent de maladie thromboembolique? Les comorbidités, et ensuite, on passe aux caractéristiques de la grossesse. Est-ce que la grossesse est multiple? Quand on dit multiple, c'est pas la gémellaire, c'est au-delà de 3. Et est-ce que la grossesse était spontanée ou bien une grossesse induite par hyperstimulation? Est-ce qu'il y a une histoire de prééclampsie, des pathologies vasculoplacentaires et il y a une notion d'alitement ou bien la patiente a subi un alitement prolongé pendant la grossesse. Dernier point qu'on va évaluer, c'est l'accouchement. La césarienne, est-ce que c'est une césarienne qui était programmée avec l'équipe de gynécologie ou bien est-ce que la césarienne était urgente? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu une hémorragie, une transfusion, une infection? Et bien sûr, qui dit césarienne urgente, il y a aussi la période de travail et tout le reste. Un point, s'il vous plaît, très très important. Quand on est en consultation de femmes enceintes, c'est pas seulement le fait d'évaluer, mais c'est ne réévaluer à chaque consultation. Ce ne sont pas des facteurs qui sont fixes, ils peuvent changer tout au long du suivi de la patiente. Donc, on va les réévaluer à chaque hospice, à chaque consultation. On connaît les facteurs, mais toutes les patientes, est-ce qu'on va anticoaguler de façon prophylactique? Est-ce qu'on va
donner un traitement systématiquement ou dire non, c'est pas un profil, avec tous ces facteurs, bien sûr, qu'est-ce qui facilite la tâche? Ce sont les scores. Donc là, il y a ce papier qui m'a aidé parce qu'il y en a tellement. Ce papier, il a colligé tous les scores de thromboprophylaxie à partir de l'année 2000 chez les femmes enceintes et il les a classés en scores avec sous-population spécifique et non sélectionnée. C'est quoi la différence? Pour la sous-population spécifique, c'est un profil particulier de femme enceinte, soit une femme enceinte obèse, soit après césarienne ou autre. Le plus intéressant, c'est ce profil, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent en consultation. Ce sont des populations non sélectionnées. Donc là, bon, désolé pour la slide surchargée, mais je voulais quand même vous projeter tous les scores pour vous dire il y a 3 qu'on peut utiliser en pratique. Le premier, c'est en fait le score stratège parce qu'il y a une application qui est disponible. Sinon, tous les autres scores, soit vous avez à la fin une stratification dans l'article, sinon ça va être difficile de les utiliser. Deuxième score, c'est celui du Collège britannique des obstétriciens qui donne aussi une application. Pour moi, le plus intéressant, c'est celui de l'équipe de score de Marseille. C'est un score où on dispose d'une application qu'on peut mettre directement sur nos téléphones et qui est très facile à utiliser. Quel score choisir en pratique? Vous savez que depuis l'année 2008, il est devenu recommandé d'utiliser des scores en consultation pour le suivi des patientes chez qui une thromboprophylaxie sera prescrite. Mais je viens de vous projeter 14 scores. Lequel choisir? Sur quels critères? Pour le choix, il faut essayer de préférer un score unique que vous allez appliquer à toute patiente. Donc, vous comprenez, si on revient à l'avant-dernière slide, que c'est plus intéressant de choisir un score de patient non sélectionné. Deuxième critère, c'est un score que vous allez utiliser à chaque consultation. C'est le même pour des évaluations à chaque consultation. Donc, en pré-conceptionnel, pendant la grossesse, en postpartum et ainsi de suite. Il doit être simple, rapide, partagé par toute l'équipe. Le plus simple, à mon sens, c'est celui qu'on utilise par application, c'est le score ThromboOps. C'est un score que vous pouvez, on va faire tout à l'heure un exercice pour vous montrer. Les autres sont intéressants et ça n'empêche que le choix du médecin doit être orienté par le profil du patient, mais pour tous les jours, pour chaque consultation, ce score est très pratique. Et ensuite vient la question, quand et quelle thromboprophylaxie choisir ou proposer? Je pense que maintenant que vous avez stratifié votre patiente, maintenant que vous savez pourquoi vous voulez faire la thromboprophylaxie, la tâche devient vraiment délicate parce que on dispose de beaucoup de molécules, mais on a un terrain particulier. C'est pas une patiente, c'est une parturiente avec bien sûr des contre-indications au traitement, avec un risque hémorragique et beaucoup de choses et une tératogénicité qui fait qu'on doit réfléchir 10 fois avant de prescrire le traitement. Alors, que dit la littérature? Qu'est-ce qu'on trouve dans les publications et dans les scores par rapport à la prescription? Par rapport aux faibles, les patientes avec un faible risque, ça veut dire une patiente qui n'a aucun facteur de risque ou bien une parturiente qui a moins de 3 facteurs de risque qui sont soit moins de 3, mais ce qui comporte seulement l'âge, l'obésité, les varices, c'est-à-dire le terrain, plus le terrain qu'autre chose, ou bien quand il y a une maladie thrombogène sous-jacente qui peut exposer. Donc là, mais on ne parle pas de thrombophilie. Pour ces patientes, ces parturientes, on ne traite pas et en postpartum, on met des bas de contention. Deuxième profil de patients, c'est les parturientes qui ont un risque modéré, c'est-à-dire ils ont déjà thrombosé. C'est des patientes qui ont un antécédent d'une maladie thromboembolique avec un facteur biologique à risque. C'est des patientes qui ont des anomalies biologiques, même si elles n'avaient pas thrombosé auparavant, chez qui on a dû faire une césarienne en urgence, une patiente qui a subi une césarienne pelvienne majeure, donc avec des
pelvienne majeure associée et quand il y a plus de facteurs de risque faibles dont on a parlé tout à l'heure. Ce profil de parturiente, qu'est-ce qu'on fait pendant la grossesse? On met la contention. En postpartum, là, on met une thromboprophylaxie à forte dose pendant 6 à 8 semaines avec toujours les bas de contention. Troisième stratification, c'est le risque élevé. Le risque élevé, c'est qui? C'est des patientes qui ont un antécédent de thrombose sans facteur de risque ou bien qui ont cet antécédent mais avec un facteur de risque connu comme le déficit en antithrombine, SAPL ou bien des mutations homozygotes. Donc là, c'est des patientes à gros risque, donc il faut anticoaguler de façon à des doses élevées, mais de façon prophylactique seulement pendant toute la grossesse et en postpartum pendant 6 à 8 semaines. Et le dernier profil, c'est les patientes avec un risque majeur, c'est-à-dire qui ont des antécédents de thrombose multiple ou bien qui ont une maladie traitée en long cours par anticoagulant avant la grossesse. Pour ce profil, qu'est-ce qu'on fait? Le premier trimestre, c'est un traitement curatif et après, au deuxième, troisième, là, on discute toujours un traitement curatif, mais avec des surveillances un peu plus strictes. Et regardez pour le postpartum, c'est une anticoagulation qui peut aller jusqu'à 3 mois après. Donc, et là, on va parler un petit peu des molécules. Donc, au début, j'ai dit que ce sera pratique. Donc, on va faire des ordonnances, comme en consultation. Comment faire? Pour les patientes, en consultation, avant la conception, quand une patiente est adressée pour suspicion d'un risque pour une thromboprophylaxie. Bien sûr, on va faire le bilan, les 3, si vous vous rappelez, donc les 3 profils, évaluer le terrain, évaluer la grossesse et penser aussi à l'accouchement. Et avant l'accouchement, il y a tous les gynécos qui donnent de l'acide folique. Donc ça fait partie, c'est pour en fait le développement neurologique. Mais quand vous pensez qu'il y a une hyperhomocystéinurie, n'hésitez pas à donner de l'acide folique à plus forte dose. Donc là, c'est très intéressant à aller le chercher chez un profil particulier, chez des patients avec un risque qui est élevé à majeur. On met d'emblée, avant même la conception, les antiagrégants plaquettaires. Pourquoi? C'est pour prévenir la pathologie vasculaire placentaire, c'est pour éviter les fausses couches très très précoces. Ensuite, pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? On maintient les bas de contention s'il y a une indication, on garde les antiagrégants plaquettaires jusqu'à 35, maximum 36 semaines d'aménorrhée et on va décider, est-ce qu'on va mettre un anticoagulant? Dans ce cas, quel anticoagulant? Donc là, pour nous, c'est très clair, pas d'AOD, on ne fait pas partie de la bataille AOD-HBPM, sont contre-indiqués chez la femme enceinte et allaitante, il reste que HBPM, HNF et héparinoïde. Donc, c'est des molécules qui n'ont aucun risque pour la femme, il n'y a pas de passage placentaire, ni dans le lait maternel, donc on les prescrit de façon inoffensive. En postpartum, là, on va voir, est-ce qu'on va garder toujours les anticoagulants, ou bien on va chevaucher si c'est une durée très prolongée. Donc, si c'est prolongé, là, il n'y a que les antivitamines K qui n'ont pas de passage dans le lait maternel et qu'on peut prescrire là aussi sans aucun risque. Je vous rappelle, et vous le savez, n'oubliez pas de surveiller les TIH chez des patientes. Vous allez les garder très longtemps sous héparine. Donc, ça serait bien de refaire des taux de plaquettes pour ne pas passer à côté de cette complication. En pratique, là, on va faire de façon pratique pour voir qu'est-ce qui se passe sur l'application. On va faire un cas clinique, c'est celui d'une patiente de consultation. Elle a 38 ans, elle n'a jamais eu de grossesse, 4 gestes, des fausses couches itératives, grossesse à 8 semaines, mais c'est une grossesse induite par procréation médicalement assistée. Et c'est une patiente qui a des varices des membres inférieurs. Elle a fait un épisode il y a longtemps de thrombose sous contraception orale et dans le bilan, on a un anticoagulant circulant avec un bilan d'antiphospholipides qui est positif. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit stratifier le risque. Ensuite, on doit faire des protocoles adaptés. Voilà ce qu'on peut faire sur l'application. L'application ressemble à ceci. D'abord, on met le poids et la taille.
Ensuite, on va cocher. Pour cette patiente, elle a plus de 35 ans et elle a des varices. Voici les autres facteurs que vous allez trouver. Ensuite, pour les autres facteurs, elle n'en a pas. Donc, on va enchaîner. C'est une grossesse qui est induite. Donc, ensuite, c'est une patiente qui a un SAPL confirmé. Elle a déjà thrombosé. Ça nous fait un score final avec des propositions donc d'anticoagulation par HBPM pendant 6 semaines et les doses. Tout ceci est bien, mais nous, comme vous le savez, il y a certaines situations qui nous laissent sur notre faim. SAPL, c'est bien, mais quel type de SAPL? On ne traite pas tous les SAPL, on ne les prend pas en charge de la même façon. C'est une patiente qui a quand même une très belle positivité. Là, je reviens sur les recommandations qui sont spécifiques au syndrome des antiphospholipides et à la thromboprophylaxie. Donc là, tout dépend de profil. Est-ce que c'est une triple positive comme le cas de notre patiente? Par exemple, dans le score, vous avez 4000 unités. Moi, je dirais que cette malade en consultation, peut-être premier trimestre, on va commencer par 4000, mais au fur et à mesure, avec la prise de poids, on va passer à 6000. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de réévaluer au fur et à mesure les patientes. Donc là, c'est le récapitulatif et regardez qu'on garde quand même l'aspirine pour le risque placentaire et la durée est très importante. Donc là, c'était les 3 questions et je conclus, comme disent nos amis neuropsychiatres, c'est la négation qu'on garde, donc je vais conclure par tout ce qu'il ne faut pas faire. Avant la grossesse, ne pas évaluer le risque initial est vraiment un point négatif pour nos patients. Donc il faut commencer d'abord par voir le terrain, les antécédents. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'anamnèse familiale. On passe rapidement, c'est vrai qu'on a beaucoup de malades en consultation, mais c'est toujours intéressant de reposer la question, est-ce qu'il y a eu des cas dans la famille? Ne pas stratifier le risque correctement. Il y a pas de subjectivité, il y a les scores et il y a le bon sens clinique par rapport, bien sûr, au profil particulier de nos patients. Pendant la grossesse, quelles seraient les erreurs qu'il ne faut pas faire? Considérer le risque comme fixe et ne pas réévaluer, c'est-à-dire je vois la malade, premier trimestre, je l'éthique, je démarre le traitement et c'est parti pour l'accouchement. Non, à chaque mois, il faut les revoir, les réévaluer en parallèle avec l'équipe d'obstétrique. Sous-estimer les facteurs acquis, parce que pendant la grossesse, il y aura un facteur surajouté acquis récent, par exemple l'alitement. Donc, il faut faire attention et le considérer comme un facteur en surplus. Retarder ou omettre la thromboprophylaxie. C'est un point aussi très important, il ne faut pas l'oublier, parce que ce qu'on fait en consultation, on démarre l'antiagrégant, mais on donne aux patients une ordonnance avec bêta-HCG. Dès qu'il y a aménorrhée, il faut faire le bilan, s'assurer qu'il y a une grossesse et venir pour démarrer le plus tôt possible la thromboprophylaxie par HBPM ou s'il y a indication. Dernière étape du suivi, c'est le postpartum. C'est une étape très, très importante. Généralement, il est sous-estimé, mais c'est une étape où il y a l'hypercoagulabilité jusqu'à parfois 2-3 mois. Donc là, on doit surveiller les patients et surtout décider quel type d'anticoagulation. Est-ce qu'on a besoin juste de thromboprophylaxie par HBPM ou bien il faut carrément mettre un antivitamine K. Arrêter trop tôt, c'est un risque aussi, on en a parlé, et surtout, oublier les facteurs déclenchants en postpartum. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au tout début. S'il y a SAPL, il est là encore en postpartum. Les patientes, généralement, elles restent à l'accouchement, elles sont contentes, elles s'occupent de leurs enfants, ils oublient complètement leur maladie, mais on est là à chaque fois pour les redresser, pour qu'ils n'oublient pas les facteurs déclenchants de la thrombose et surtout décider de la durée fixe, éduquer la malade pour qu'il n'y ait pas d'événement qui vient gâcher toute la grossesse. Et je vous remercie. Merci Mouna pour cette excellente présentation. Donc, je vais vous demander de rester. Je vais appeler professeur Mismeti. Donc, pour les 2 communications, la parole est à la salle pour les questions. Professeur Laroche. Bien, une question, une remarque pour Madame Zalane.
Votre score Trombe-Ops, il n'a jamais été validé. Il est fait par Florence Bretel. Il n'y a que 2 scores qui ont été validés, le score de Saint-Étienne et le score de Lyon. J'ai la spécialiste derrière moi. Premier point. Oui, Voilà. je vous laisse finir. Et pour Patrick, l'étude Bétrix-Saban, on a été immergé dedans avec M. Jambon, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que le protocole éco-Doppler était fait par des sonographeurs américains. Et tous ceux qui en Europe travaillaient comme nous, tout ce qu'on faisait en contrôle éco-Doppler était refusé. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on fait le Doppler, etc. Donc ça a été compliqué. La deuxième chose, c'est que si vous voulez savoir si une étude a marché, l'étude APEX a été présentée au Congrès européen de thrombose à Montpellier. C'est Schwed qui l'avait organisé. Et on était tous immergés dans Bétrix-Saban. On ne savait pas si ça avait marché ou pas. En fait, il nous a dit, mais c'est très simple, vous allez voir, c'est la catastrophe, ça n'a pas marché. Parce que la veille au soir, le cours à la bourse du laboratoire Portola s'est effondré. Or, Portola, c'est une start-up qui avait que 2 produits, l'Andexanet, on n'a toujours pas en France, et puis le Bétrix-Saban. Voilà, ça c'est de la petite histoire, mais c'est la vérité. Par contre, Trombe-Ops, c'est utilisé dans ma région parce que ça a été fait à Marseille. On appelle ça le score de Marseille. Mais il n'y a pas du tout de validation. En fait, il y a 2 scores qui sont en cours de développement, on va l'appeler comme ça. Il y a l'Emotep, l'étude Emotep, il y a le MUM qui est fait sur 30. Maintenant, il est en cours. Sinon, tous les autres scores, on va dire pour la validation, il y a, c'est vrai, le stratège et il y a le score de l'Angleterre qui ont été validés. Mais les autres, c'est plus pour la pratique de consultation. Mais il faut qu'il y ait toujours le bon sens. Je reviens pour dire, chaque parturiente est une parturiente à part. Donc, je vais me permettre aussi quelques remarques, puisque effectivement, j'ai fait partie de la validation du score de Lyon, ou score de Dargaud. On va faire le derby Saint-Étienne-Lyon, qui n'est pas un derby. Mais on n'a pas une application sur smartphone, mais on a un calculateur du score de risque pour le score de Lyon sur Internet, qui est aussi très pratique. Alors, effectivement, c'est une population qui est sélectionnée, dans le sens où c'est les femmes qui ont un antécédent de maladie thromboembolique ou qui ont des facteurs de risque, une thrombophilie clinique, en dehors du SAPL et du déficit en antithrombine. Après, tout dépend un petit peu de votre mode d'exercice. Je pense que vous avez raison de faire la différence score population générale ou score population à risque. Mais tout dépend si vous êtes gynéco-obstétricien ou si vous êtes interniste ou médecin vasculaire et le type de population que vous avez. Donc ça, c'était la première chose. Je suis juste un tout petit peu étonnée par votre slide sur les traitements. Parce que, enfin, à mon sens, et c'est pour ça qu'on l'avait sorti du score de Lyon, le syndrome des antiphospholipides, et heureusement vous avez votre cas clinique qui l'illustre, est vraiment une pathologie à part. Et je pense que à mon sens, quand on est devant une patiente qui a un SAPL, on doit vraiment considérer le SAPL et pas utiliser de score ou de choses comme ça. De plus, si elles ont des antécédents de maladies thromboemboliques, surtout pareil pour le déficit en antithrombine, à mon sens, elles sont sous traitement au long cours, ces femmes. Donc elles ont déjà un traitement anticoagulant avant la grossesse. Et c'est là où je suis un tout petit peu étonnée dans votre tableau qui récapitule les traitements à mettre en place, puisque vous avez un item où vous les mettez sous thromboprophylaxie. Je pense, enfin, c'est pas ce que vous dites après dans le cas clinique. Et dans les thromboses très très élevées, j'ai vu que vous utilisiez l'HNF, enfin vous avez mis dans votre l'HNF au premier trimestre. J'avoue que dans notre pratique, on n'utilise plus jamais l'HNF. On est d'emblée avec des HBPM curatives. Ça se passe très très bien, quoi. Donc juste, voilà. Par contre, félicitations pour cette synthèse et complètement d'accord sur le postpartum, et sur la réévaluation. Voilà. Et puis juste pour le professeur Mismeti, c'était un peu de Saint-Étienne, l'ennemi, l'ami ennemi. Tu as un peu démonté le score, enfin les stratifications avec le score.
Tu penses que Padoue, c'est pareil, c'est un peu à mettre à la poubelle, ou est-ce qu'il n'y a pas une évaluation quand même du risque? Parce que à force de répéter pendant des années qu'il fallait prévenir la maladie thromboembolique, on se trouve actuellement dans une situation où les internes prescrivent dès que tu as franchi la porte de l'hôpital, tu te retrouves avec une HBPM, même si tu n'es pas en affection médicale aiguë immobilisée. Donc on essaye de faire un peu une désescalade. Et alors certes, il y a l'âge, mais est-ce que tu mettrais tous les évaluations ou scores un peu à la poubelle, ou qu'en penses-tu? Merci. Alors, je pense qu'un patient de plus de 60 ans qui a une affection médicale aiguë, une réduction de mobilité, doit avoir une thromboprophylaxie de 6 à 14 jours. Et on demande à nos internes de borner leur prescription à 14 jours pour éviter les dérives. Au-delà du 14e jour, aujourd'hui, en termes de rapport bénéfice-risque, il n'y a rien de démontré, il n'y a rien de systématique. Et compte tenu de ça, je ne prendrai que des patients très âgés, plus de 75 ans, parce qu'en dessous, ils thrombosent pas assez. Et je prendrai là-dessus les deux facteurs qui nous semblent évidents, c'est le cancer actif et quelqu'un qui a déjà thrombosé. Et le cancer actif, n'oubliez pas, on en parlera demain avec Sylvie, que ces patients, s'ils sont sous thérapie, c'est pas 35 jours qu'ils vont se prendre, c'est un peu plus long. Donc on s'est même posé la question d'aller plus loin. Mais vraiment, déjà faisons-la de façon systématique pendant 14 jours, à tout le monde, au-delà de 60 ans encore plus, et borner les prescriptions. Je peux, si vous permettez, merci pour votre intervention. Vous avez tout à fait raison. Donc là, j'ai fait exprès, comme je sais qu'il y a aussi des jeunes dans la salle, de parler de tous les scores. Il n'y a pas de score qui est parfait. On est bien d'accord. Il y a là, en fait, si on veut chercher, entre guillemets, la facilité, c'est l'application, mais c'est pas valable pour notre profil de patient en étant des internistes. Peut-être pour le dépistage, entre guillemets, des profils qu'il faut suivre, mais pas pour la prise en charge. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le score dans le cas clinique, pour vous dire que c'est pas les scores qui vont prescrire la thromboprophylaxie, c'est l'autre bon sens, et c'est le profil, bien sûr, du patient. Merci. Professeur. Merci. Je voulais une petite question pour Patrick et pour Mona. Il y a une littérature florissante sur ces thromboses qui surviennent à la sortie des patients. Au-delà de l'arrêt de la thromboprophylaxie, on en parle de plus en plus. Et globalement, en épidémio, elles sont plus fréquentes que les thromboses qui sont faites pendant la durée d'hospitalisation. Chez quel patient tu prolongerais la thromboprophylaxie au-delà de 14 jours? La première réponse, c'est pas parce que vous mettez une HBPM que ça thrombose pas. Okay. 50% de réduction du risque, et pas plus que 50%. Donc déjà, ça démystifie un peu la survenue d'un événement thrombotique. Mais on a déjà fait le job avec 50% pendant 6 à 14 jours. Vraiment, aujourd'hui, si j'avais, dans ma pratique, mais si je prolonge une prophylaxie a fortiori à la sortie de l'hôpital, c'est quelqu'un qui a déjà thrombosé. Okay. L'alitement? Et l'alitement chronique ne sort pas. Okay. Et à la limite, c'est des patients que tu surveilles, on leur demande de faire attention, mais imagine que ce patient fasse un épisode thrombotique qui survienne dans les 3 mois après une affection médicale aiguë et une restriction de mobilité. C'est un patient qui a une maladie provoquée, pour lequel on déclenche un traitement plutôt court. S'il est récidivant, avec l'étude AIPRO, on va probablement prolonger, mais je ne vais pas déflorer ton topo, tu vas sûrement parler de tout ça derrière. Mais je serais plutôt de la prévention secondaire. Enfin, prévention secondaire, que dire que c'était une thromboprophylaxie post-hospital. Bravo Mouna, félicitations pour ta présentation, c'était franchement très clairement, en tout cas très clairement dit et très pratique, je te félicite. Petit moyen mnémotechnique, grossesse 3 trimestres, en fait 4 trimestres. Le postpartum, c'est le 4e trimestre de la grossesse, et ça mnémotechniquement, il faut inculquer ça dans les cerveaux des gens pour dire que c'est pas fini à l'accouchement, qu'il y a encore quelque chose qui se passe derrière.
Est-ce que tu peux nous faire un petit mot sur l'allaitement et le traitement anticoagulant? Merci. Merci pour ce moyen. Il faut le dire aux patientes aussi, parce que généralement, on va les chercher en postpartum, dans les consultations en tout cas. Pour l'allaitement, il y a en fait, comme vous le savez bien, l'AOD, il n'y a pas d'écrit contre-indication. D'ailleurs, si vous cherchez si on essaie de faire des recherches, est-ce qu'il y a ou pas indication à le prescrire, tout ce qu'on trouve comme réponse, c'est s'il y a une parturiente qui a eu une grossesse sous traitement ou bien une parturiente qui est sous traitement et chez qui une grossesse est déclarée, il faut l'envoyer pour faire les tester. Donc, pour le moment, les AOD, on va dire l'allaitement, non. L'HBPM, là aussi, il n'y a pas de problème particulier. Les antivitamines K, ils passent, mais ils passent à un taux de 1% dans le lait maternel. Donc, on ne va pas dire qu'ils ne passent pas du tout. Il n'y a jamais eu de problème. Par contre, pour la grossesse, parce qu'il y a certains qui le prescrivent au 2e trimestre, même chez nous là, en maternité, le risque, ce n'est pas le risque hémorragique en lui-même, mais surtout le risque d'hémorragie cérébrale chez le nouveau-né qui a été rapporté chez quelques nouveau-nés. Donc, pour l'allaitement, on va dire HBPM, AVK pour le moment et pas plus. D'autres questions? Moi, je vais profiter du micro pour professeur Mismiti. Donc, finalement, la bataille, c'est les HBPM qui l'emportent. Donc, est-ce qu'il y aura quand même un groupe, on peut cibler un sous-groupe de patients chez qui on va préférer donner des AOD, pas en aigu, surtout en chronique, où ça va être HBPM, on oublie les AOD pour la thromboprophylaxie. J'adore l'innovation thérapeutique, mais clairement, j'ai rien qui me fasse prescrire un AOD dans cette indication. Vraiment rien. Au contraire, beaucoup de choses pour ne pas le faire. Il faut rester HBPM finalement. Donc, merci. Je pense qu'on va passer à la prochaine session.